C'est la chienlit. Me dites pas que vous entendez pas les travaux sur les Champs-Élysées, mesdames et messieurs. C'est beau les Champs-Élysées, vraiment. Sur la terrasse d'un café parisien, sur la plus belle avenue du monde, soi-disant, les Champs-Élysées, mesdames et messieurs. C'est formidable, extraordinaire. Je sais même pas si vous m'entendez. On va demander à Georges Naon, qui est présent. Bonjour à Valérie. Est-ce que vous entendez la douce musique des Champs-Élysées, Georges Naon? La musique parle derrière le fond, non, c'est inaudible. Non, mais vous entendez les travaux, Ah la oui. tractopelle? Ah oui, oui, maintenant oui. J'ai entendu un bruit de machine. Et c'est pas trop fort, vous entendez ma voix? Absolument. 5 sur 5. Ah ben alors là, je suis épaté, hein, parce que moi j'ai du mal à m'entendre. Alors je vais couper mon micro, je vous dis le bonjour, et puis surtout avant que je vous entende, je voulais quand même faire une petite dédicace. Excusez-moi vraiment de la grossièreté, vous savez, j'ai pas l'habitude, Georges, mais il n'y a pas d'autre mot pour cet enculé de Bangkok qui non seulement vous a écrit, comme vous l'avez dit, des lettres d'injure, mais il essaye par tous les moyens de nous faire striker la chaîne. J'ai reçu un rapport de la maison mère, vous savez, de YouTube, parce que je comprends pas pourquoi je reçois des plaintes en permanence de harcèlement, de incitation à la haine sur des vidéos, etc. Et ça vient de Bangkok. Alors, moi, personnellement, je ne connais qu'un seul enculé à Bangkok, et c'est LPDB. Donc, je voulais lui faire la rirette, parce que je viens de recevoir des décisions d'appel en notre faveur, donc en la faveur de notre chaîne, donc Actualité en chanson, où on peut faire des lives. Toutes ces requêtes ont été rejetées pour le moment, on touche du bois. Il a signalé absolument quasiment toutes nos vidéos. Donc voilà, on lui a mis bien profond pour l'instant, il a que ça à faire. C'est vraiment un pauvre type, en plus d'être une saloperie de pédo. Donc voilà, excusez-moi de démarrer l'émission comme ça. Je ferme la parenthèse, c'était pour histoire de ne pas avoir de pensée parasite. En tout cas, voilà, il n'a pas réussi à nous empêcher de faire ce live, on s'est connecté. Et maintenant, on va pouvoir discuter. Moi, j'ai énormément de mal à entendre ce que je vous raconte, vu qu'il y a une tractopelle sur les Champs-Élysées, juste devant le café. Donc, pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est très facile. Vous allez sur les champs. Et là où il y a le tractopelle, il y a des travaux partout. Il y a un café avec la connexion Wi-Fi d'où je vous parle. C'est dans tout Paris, là où j'ai pu circuler. J'ai été à Porte de Saint-Cloud, j'ai été à Levallois, j'ai été Porte Champéret, juste à côté Pierre Charon. C'est des travaux. Madame Hidalgo, hein, bravo. Elle a transformé Paris en gigantesque, comment on peut appeler ça? Enfin, il y en a partout, genre. Donc je coupe mon micro et vraiment ça me fait très plaisir. Ça, excusez-moi, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas discuté, mais j'ai beaucoup bougé parce que j'avais pas de vol direct. J'ai dû passer par l'Italie. Je vous raconte pas des escales, etc. Mais j'ai fait 2 escales pour pouvoir venir. Mais ça y est, on est à bon port. Et voilà, je coupe mon micro. Eh bien, David, un plaisir de vous entendre de nouveau. Effectivement, j'ai reçu donc une lettre, mais dans cette lettre d'injure, il était indiqué qu'il avait connaissance de notre dernière live que nous avons fait ensemble, que vous avez intitulé, comment vous avez intitulé ça, la conversation entre Marcel Richard et Georges Naon. Eh bien, il en a fait allusion. Donc, je suppose qu'il l'a écouté. Je ne sais pas comment il a trouvé ça, mais enfin, il l'a écouté. Bon, voilà, je vais clôturer sur ce sujet qui n'a vraiment pas un grand intérêt d'ailleurs. J'espère que ça va de votre côté et que la capitale ne vous a pas été trop difficile à vivre, parce que c'est pas évident, Paris en ce moment. Je vais vous laisser la parole pour savoir un peu comment ça se passe à Paris. Et je reviendrai sur le micro. Je coupe. Écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que pour le moment, comme j'avais déjà pris rendez-vous, moi, je suis pas arrivé aujourd'hui, hein, vous imaginez bien, j'ai pas donné de date.
Mais j'ai déjà quasiment tout clôturé en ce qui concerne les rendez-vous administratifs. Voilà, le plus compliqué finalement, ça va être le permis de conduire. Je pensais pas, parce que le permis de conduire, apparemment, il faut pas passer en préfecture comme j'avais l'habitude. Hein. Vous savez, avant je passais en préfecture. Ça se passe par Internet. Alors je suis pas très doué moi par Internet. Donc comme j'avais déjà pris mon rendez-vous en ligne pour la carte d'identité et le passeport, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai plus qu'à attendre à la boîte aux lettres. Et par contre pour le permis, j'ai commencé les démarches par Internet. C'est un peu rébarbatif, donc je vais pas vous saouler avec ça. Et ce qui est vraiment bien, je pensais pas du tout faire de live de France, hein, vous connaissez ma paranoïa, mais j'ai acheté, alors je me suis permis ce petit achat, j'ai acheté par mensualité un VPN, donc je connais bien les VPN, vous savez, c'est pour changer les adresses IP, mais celui-là est très sophistiqué, ça coûte 4,99 € par mois, donc je me suis abonné, déjà j'ai pris un abonnement de 3 mois, renouvelable, et comme ça, même de Genève, au mois de septembre, je pense, enfin août-septembre, si je suis à Genève, je pourrais utiliser le VPN pour 4,99 € par mois. Vous avez vu, je ne cite pas la marque, hein, je ne fais pas de publicité. Et donc, je peux mettre non seulement une adresse IP internationale, mais ce qui est extra, parce que ça, on peut le faire avec des VPN gratuits, mais l'intérêt de payer ce service, c'est que je peux également mettre des adresses IP à Paris. Sélectionner, par exemple, oui, là, je suis sur les Champs-Élysées, mais si quelqu'un de méchant ou de mal intentionné, je ne sais pas quoi, essaye de vérifier mon adresse IP, eh bien, elle sera, par exemple, je ne sais pas moi, dans le 14e ou place d'Italie. Voilà, je choisis le secteur de Paris avec une adresse IP fictive. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que même lorsque je serai, comme je vais habiter un petit moment quand même sur la capitale, si jamais je connecte l'Internet, j'utiliserai toujours l'adresse IP pour déplacer mon adresse, comment on appelle ça, l'adresse postale, quoi. Je mettrai une adresse de VPN fictive. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les bienfaits de la technologie. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre le voyage a été un petit peu long, je vous cache pas que ça n'a pas été une sinécure, genre, moi que j'ai pas l'habitude de prendre les avions, mais normalement, voilà, je prends Tel Aviv, Paris, et puis c'est réglé. Mais là, j'ai eu 2 escales, dont une en Italie qui était, j'ai des origines d'Italie, hein, donc c'est pas la question du pays, mais ça a été compliqué pour récupérer les bagages, pour les réenregistrer. J'ai failli louper l'autre correspondance. Bon, c'est vrai que je suis pas très doué, hein, je suis pas un aventurier comme vous, mais je ne suis vraiment plus adapté aux technologies, trucs de réservation, les codes barres, les machins, QR codes, machin. J'ai même pas de smartphone. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, si on peut dire comme ça, mais bon, on n'a rien sans rien, c'est comme ça. Hein, et puis surtout, j'ai eu un billet vraiment pas cher avec 2 escales. Pour vous dire, j'en ai eu en tout et pour 253 €. Alors que si vous regardez les billets d'avion en ce moment, Paris-Tel Aviv, Tel Aviv-Paris, en tout cas vols directs sont hors de prix. Hein. Vous dépassez les 1 200 €. Donc moi j'ai réussi vraiment, grâce à Dieu. Ouais, merci Eric pour le VPN. Bah oui, je me suis dit, ce serait dommage qu'on discute plus, surtout si je reste plusieurs mois hors d'Israël. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec Georges, Marcel, qui doit être un peu occupé. Et j'ai tenté le coup avec ce VPN là. On me l'avait conseillé. Quelqu'un sur le Discord avec qui je garde 2-3 personnes sur le Discord et ils m'ont dit vraiment c'est le VPN qu'utilisent aussi des gamers et des joueurs de poker. Vous savez, parce que j'avais une communauté avant de joueurs de poker et pour pas se faire repérer par les services fiscaux parce qu'ils gagnaient pas mal d'argent, eh bien ils mettaient par exemple, je sais pas si vous connaissez Georges Naon, les îles Baléares, vous savez, ou l'île Maurice, ils mettaient leur adresse IP alors qu'ils étaient en train de jouer au poker depuis Paris. Mais le problème, c'est quand vous jouez au poker en live depuis Paris, vous gagnez de l'argent, le fisc vous tombe dessus et vous demande des pépettes, des ronds, comme d'habitude. De toute façon, l'État français ne sait faire que ça, imposer les gens en permanence. Donc, si vous avez une adresse IP aux îles Maurice ou aux Baléares, etc., apparemment, vous pouvez passer outre l'imposition. En tout cas, les joueurs de poker online
utilisent ça. Donc c'est vrai que ça coûte 4,99 € par mois, mais moi je l'ai pris pour 3 mois. En tout, ça fait 15 euros. Bon, ça va. Hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas ruinant. C'est sûr que si vous prenez ça à l'année, vous devez peut-être avoir des revenus quand même pour amortir ce que ça vous coûte. Mais bon, ça ferait quoi? Moins de 200 € quand même l'année. Enfin, pour l'instant, j'ai pris 3 mois, comme ça on est tranquille. Et vu qu'on a des parasites sur notre dos, c'est bien de les envoyer sur des pistes différentes, parce qu'ils ont que ça à foutre, hein, que de nous rechercher. En tout cas, ils essaient de nous nuire avec leur vie misérable, leur pauvre existence misérable. Et nous, par contre, on discute bien, on s'amuse, on parle de cabale, on parle de Lego. C'était une émission qui m'a laissé un excellent souvenir avec vous et Marcel. C'était très intéressant. Pour l'instant, je ne fais pas de deuxième émission sur ce sujet. Je laisse maturer tout ça dans vos esprits. Et si un jour vous êtes demandeur, si un jour vous abandonnez cet ego malfaisant qui nous empêche finalement d'appréhender autre chose, de métaphysique, peut-être qu'on fera une deuxième vidéo. Mais aujourd'hui, vraiment, je voulais vous dire que, comme vous m'aviez demandé souvent des nouvelles et j'avais été un peu évasif, j'avais pas envie de parler du voyage avant qu'il soit fait. Donc là, maintenant, ça y est. Paris, David in Paris. Donc, tiens, il y a Valérie qui est là. Ça m'a beaucoup aidé. Bah, tant mieux, Valérie. Parce que c'est vrai que l'ego, c'est du poison. N'hésitez pas, Valérie, à l'occasion, quand vous aurez une bonne connexion, à venir nous rejoindre, hein, parce que la dernière fois, vraiment, on n'a pas réussi à vous entendre. Et on va écouter Georges Naon, savoir pendant ces quinzaines de jours, ça doit bien faire 15 jours qu'on l'a pas entendu, Georges. Peut-être une actualité qui l'a marqué. J'ai vu que la France encore vraiment était déplorable en ce qui concerne la politique étrangère. Je crois qu'elle a reconnu, comme l'Espagne, l'État palestinien. Je crois que elle va imposer aussi la France encore plus. Il y a eu autre chose aussi. Enfin, bref, catastrophique. Et après, je vous parlerai un petit peu de... Alors, l'aéroport, bien évidemment, quand on arrive en France, je vous assure, Georges, si vous venez, vous vous demandez si vous n'êtes pas à Bamako. Vous vous demandez si vous êtes à Paris ou à Bamako. C'est assez incroyable. Alors, je vais essayer de mesurer mes mots. Et sur les Champs-Élysées, c'est la même chose. Franchement, c'est catastrophique. C'est même pire que ce que montrait CNews. Sur une vingtaine de personnes qui sortent du métro, on va dire qu'il y en a 15 qui ne sont pas BLANC. Donc, je pense que c'est fichu, c'est complètement fichu. Bon, j'ai pas encore visité tout Paris. Hein. Je vais passer à Montmartre plus tard si j'ai le temps après le live, on verra. J'aime bien la rue Mouffetard. Pour ceux qui veulent me rencontrer, je serai probablement à la rue Mouffetard. Vous savez, là où il y a une espèce de chocolat chaud. Il y a un magasin qui fait des excellents chocolats chauds. Donc, je vais aller prendre un bon chocolat chaud à la rue Mouffetard. Probablement, je verrai vers quelle heure. On a vu Valérie qui est arrivée en studio, Valérie, et elle a disparu avant que je puisse l'ajouter. Donc, on va laisser la parole à Georges. J'aimerais savoir pendant ces 15 jours si quelque chose l'a taraudé. Et juste avant, je voudrais vraiment féliciter Israël, mon pays. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Georges, mais vous vous rendez compte, alors qu'Israël était en difficulté pour renouveler financièrement le dôme de fer, etc., eh bien, Israël a aidé les Druzes. Les Druzes, vous savez, Georges, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une communauté que j'apprécie énormément. Ce sont des combattants formidables dans les unités d'élite d'Israël. Eh bien, ils étaient persécutés en Syrie par le nouveau régime terroriste. Eh bien, Israël a été les défendre à Souéda alors qu'ils allaient vraiment subir un massacre. Et Israël a réussi non seulement à les protéger, mais à leur offrir ce bastion qui est maintenant sous autorité druze. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais peu de gens en ont parlé, alors que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vient de faire Israël. Voilà, je voulais faire ce clin d'œil à ce beau pays si courageux. Je coupe mon micro. C'est à vous, Jean. Bien, merci David. Effectivement, bien, je suis au courant de l'affaire des Druzes. Évidemment, je sais aussi que certaines Druzes d'Israël sont venus porter secours à leurs frères immédiatement. Et ensuite, un jour ou deux, je crois, que l'armée israélienne est rentrée en action, on va dire, et ont combattu
le régime en place. Bien sûr, je suis au courant. Évidemment, c'est quelque chose d'important. Les Druzes ont toujours été très proches des Israéliens depuis fort longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a un petit fait divers que je vais vous évoquer, qui est assez surprenant. Vous allez voir ce fait divers. Le fait divers est le suivant. Nous avons en Iran, la France, en Iran, deux personnes qui ont été inculpées, certainement à tort. C'était des jeunes gens à vélo qui faisaient, comment dirais-je, un trip là-bas, et ils ont été mis en prison, dans une prison qui est à Téhéran, qui est très, très connue d'ailleurs, cette prison. Et bien sûr, l'État français fait ce qu'il peut. Ce sont bien sûr des gens de gauche, des enseignants. La maire de Paris a pris acte de ça et en a parlé, etc. Ce qui est amusant, c'est que, écoutez bien, dans les interviews que l'on a eues sur ces personnes, de la famille de ces personnes qui ont été emprisonnées, ils ont dit la chose suivante. L'Iran a pris nos enfants, parce qu'ils étaient deux, et ils sont dans une prison. Mais au moins, on savait que la prison, il était là. Et depuis que les Israéliens ont bombardé la prison, on ne sait plus où il est. Alors, sous-entendu, c'est encore la faute des Israéliens dans ce domaine-là, parce que vous savez que pendant la guerre Iran Israël a bombardé l'Iran et justement cette prison. Et dans cette prison, il y avait deux Français. Eh bien, on accuse qui? Ils ont décidé que Israël avait eu tort de bombarder la prison parce que il y avait beaucoup de prisonniers qui auraient pu être tués. Vous voyez comment on retourne une situation, comment on arrive à trouver un coupable où il n'y en a pas, et en portant comme ça à l'index, montrant que c'est toujours Israël en fait qui a la culpabilité pour tout, quoi qu'il fasse. C'est un fait divers, mais il est à noter quand même à quel point Israël est détesté. Bon, je ne parle pas dans le monde, il y a aussi un autre phénomène qui est intervenu, c'est que c'est l'Écosse et l'Irlande, ils sont à peu près dans la même façon de penser, mais davantage les Irlandais. Les Irlandais ont décidé de faire des votes en ce moment pour un boycottage israélien. Voilà, en fait, les choses qui ont retenu mon attention. Ah, bien sûr, il y en a encore d'autres, mais ça, ce sont les plus marquants. Triste situation, aussi bien en Belgique, aussi bien en Espagne, où il y a un ressentiment terrible contre l'État d'Israël. Malheureusement, ça ne pourra pas s'arranger parce que la situation et la démographie de l'Europe en ce moment est tendance, bien sûr, à l'immigration. Et dans l'immigration, eh bien, la pensée des gens d'Afrique ou des gens du Maghreb ne sont pas en faveur d'Israël. Et bien sûr, ils ont la cause palestinienne comme drapeau. Voilà, je voulais faire un petit tour d'horizon. Maintenant, pour ce qui est du Costa Rica, ben, c'est toujours pareil. Le Costa Rica, nous avons un président qui s'appelle en l'occurrence Chavez, comme l'ancien nom qui était au Venezuela, mais celui-ci n'est pas du tout le même. C'est une personnalité intéressante, proche du peuple. Il se passe pas grand-chose au Costa Rica, c'est pour ça qu'on n'en parle pas en dehors du tourisme, bien sûr, mais c'est un pays tranquille, donc c'est toujours la même chose. Il fait bon, toujours bon, ni chaud ni froid. Bref, un idéal de vie, pour moi en tout cas. Bien, je vous laisse la parole et je la reprendrai si vous le désirez. Alors, juste une précision, alors c'est pas par esprit de contradiction, mais vous avez dit, il se passe pas beaucoup de choses au Costa Rica, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Vous savez, Georges, il y a des pays où il se passe beaucoup de choses et on n'en parle pas. Regardez au Soudan, il y a eu 3 millions de Soudanais génocidés, là, pour le coup, depuis, je crois, même pas un an. Et vous voyez, donc c'est quand même soi-disant atroce, hein, bien évidemment, et on n'en parle pas. Je crois que les médias choisissent leur sujet, et s'ils ne parlent pas du Costa Rica, à mon avis, entre guillemets, c'est parce que tout va bien, et parce que il fait bon vivre probablement au Costa Rica, et que ça n'intéresse pas du tout les médias. Concernant le Soudan ou l'Ouganda, où les gens se font massacrer, étriper, éviscérer, et bien évidemment,
ça ne les arrange pas non plus les médias, parce que ça montre que là, ça se chiffre en centaines de milliers, en millions de MORT. Ils préfèrent s'acharner sur ce magnifique pays qu'est Israël, injustement critiqué. Lorsqu'il y a un terroriste qui se casse un doigt, ben évidemment, on traite Israël de tous les noms. Donc c'est encore une fois l'injustice médiatique et abjecte, inique. Et je vais m'arrêter parce que je vois Valérie qui est en studio. Alors, je poursuivrai après, si vous permettez, Georges. Je vais essayer de faire entrer Valérie. Alors, je vais simplement clôturer l'image au cas où, avant. Alors, attendez. Voilà. Je clôture l'image afin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, Valérie, la working girl qui sillonne absolument toute l'Europe, la Russie. Franchement, j'ai jamais vu ça, une femme d'affaires tellement active comme Valérie. Donc, est-ce que votre micro fonctionne aujourd'hui ou est-ce que ce n'est pas le cas? Vous êtes en studio, Valérie. Vous pouvez allumer votre micro. Voilà, ça y est. Je pense qu'il devrait un peu mieux, non? On vous entend, allez-y. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Donc, oui, je suis au Luxembourg. Je suis un peu émue, hein, vous m'excusez, hein, mais bon. Oh, ne vous inquiétez Je pas, suis un peu on est en émue. famille ici, c'est un bon environnement. Racontez-nous un petit peu. Au Allez-y, on vous Luxembourg, entend. j'ai obtenu les prêts pour mon entreprise. Oui, je vais monter mon entreprise, voilà. Et la Russie m'a offert un contrat. Très, très bien. Ben, champagne, on va s'abonner. C'est-à-dire que je suis libre de tout. Ils m'ont fait un truc exceptionnel parce que ma copine m'a. Mais c'est-à-dire, ils m'ont garanti, ils ont signé, je peux tous les 3 mois, je peux faire ce que je veux. Ils connaissent mon identité surtout. Ils me laissent libre de circuler, de fréquenter qui je veux. Et ils vont comment dire, Alors, j'ai une question à vous poser, Valérie, parce que comme ça commence à couper un petit peu, peut-être que vous pourriez répondre. Comment se fait-il, parce que je vous ai beaucoup parlé comment, vous savez, avec l'internet là, les emails, mais je voulais savoir comment se fait-il qu'une femme comme vous, qui avait 28 ans, donc la tête sur les épaules, jeune, jolie, avait autant d'affaires entre la Russie, le Luxembourg, apparemment Genève aussi, vous allez peut-être passer au moment où j'y serai en août-septembre. Donc moi, je suis complètement éberlué. Donc est-ce que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous expliquer comment se fait-il que vous ayez une charge de travail aussi incommensurable, Valérie? et ma famille, oui, 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 mais je vais me débarrasser de beaucoup de choses et la Russie, c'est parce que suite aux problèmes de ma famille qui me font, Mariska, je vais avoir un poste important. Je n'aurai pas à m'occuper ni à client, ni avec rien, ni avec les espèces de bouillons là-bas. Oui. Et, et, et que je pourrais faire ce que je veux. Ils me donnent tous les 3 mois. Si je veux partir, je peux partir. On fait un truc exceptionnel. Et que vu que j'ai dit, ils vont. Là, on vous entend plus du tout. Hein. Oui, là, non, c'est bon. Oui, donc parce que je suis chez des amis. Hein. Donc, je vais. Oui. Là, vous m'entendez? C'est bon? Ben, ça entrecoupe un petit peu. Oui, c'est-à-dire, je vous explique, je vais maintenant, comment dire, la Russie, je peux faire. Je vous explique, ça paraît aberrant de la part de la Russie, hein, mais je peux dire le nom du monsieur? Je peux dire? Monsieur Tolstoï, voilà. Il a tout signé à Mariska et puis il me laisse entière liberté. Et même qui sait que j'ai des origines comme vous, il ne dit strictement rien. Il a dit que c'est une exception pour vraiment m'aider. Voilà. Voilà. Oui.
vous Ah, voyez, là, on n'entend plus. C'est entrecoupé. oui, Il y a des et blancs. donc j'ai une chance unique, quoi, parce que les Russes, c'est vrai qu'ils sont pas tellement sympas. Oui, oui, oui. Là, vous m'avez entendu, c'est bon? Et là, par moment, on vous entend bien, mais je sais pas si Oui, Georges, il est de mon avis. Des fois, Non, il y a des blancs. moi je n'entends oui, rien du tout. oui. Ben, c'est-à-dire, oui, 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 oui. Disons, je suis contente. Oui, je suis contente, David, parce que là, j'ai vraiment, je me laisse entière liberté. C'est-à-dire qu'il me surveille pas. Vous voyez, il me surveille pas, il me rend aucun compte. Oui, vous Bon, voyez? je me permets parce que là, on vous entend plus. Alors, vous disiez, il vous surveille pas. On a l'impression vraiment, avec vous, ce qui est intéressant, le peu que j'entends, hein, c'est on rentre comme dans un film d'espionnage. Il y a des rebondissements. Euh, Vos affaires, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Donc, apparemment, vous êtes dans le milieu de la beauté, vous nous aviez dit, donc de toutes ces choses-là, du luxe. Et comment faites-vous, Valérie, pour concilier la vie affective, alors je ne sais pas, peut-être en couple, peut-être avec votre fils, vu que vous vous déplacez en permanence, encore une fois, la Russie, Luxembourg, la France, comment vous faites vous ne vous posez jamais, vous ne vous reposez jamais. Moi, vous voyez, par exemple, je n'avais pas voyagé depuis assez longtemps, depuis que j'avais été jouer au poker en Amérique. Ça fait quand même plusieurs années. C'était en 2023, si je me souviens bien, Georges, ça doit être ça. C'était l'été 2023, juste avant le 7 octobre. J'étais revenu. Et vous voyez, là, nous sommes en 2025. Je fais un périple en France pour refaire mes papiers. Et ensuite, voilà, une autre aventure peut-être en Suisse. Mais sinon, voilà, c'est exceptionnel. Voilà, c'est parce que mes papiers ont expiré. Donc voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Et pourtant, j'ai un certain âge. Alors que vous êtes toute jeune et vous êtes une globe trotteuse, vous sillonnez comme ça, vraiment à gauche, à droite, comme je vous disais tout à l'heure. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous ne vous posez jamais, vous ne vous reposez jamais. Ça donne l'impression vraiment d'un électron libre qui fuse à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, si vous pouviez, si vous voulez, hein, nous dire que comment vous vivez ça, comment vous pouvez concilier comme ça une stabilité. Je coupe mon micro. Écoutez, bon, déjà, pour commencer, pour l'instant, je peux vous dire ma vie, je suis seule pour l'instant, et c'est un choix que j'ai fait, bon, pour l'instant, hein. Vous voyez, et puis en même temps, comment dire, j'ai besoin de bouger, voilà, vous voyez. C'est presque un, comment dire, moi, je peut-être un peu l'accent allemand là, j'en sais rien, mais en tout cas, je me sens bien dans ma vie comme ça. D'accord, bah, c'est l'essentiel. Si vous vous sentez bien comme ça et que vous avez besoin de bouger, euh, eh bien, c'est le plus important. Voilà, si vous trouvez un équilibre comme ça, euh, de ce que j'ai appris de mon expérience, peut-être que Georges, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir répondre, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai appris au courant de mon existence sur Terre, c'est que bien souvent, peut-être vous n'en faites pas partie, mais bien souvent, les gens qui bougent comme vous le faites beaucoup, et qui ont besoin de se déplacer en permanence, c'est souvent des personnes qui fuient quelque chose, qui fuient soit un passé, qui fuient même peut-être des fois un présent, c'est-à-dire que ils ont quelque chose en tête, des idées noires qui leur traversent ou quelque chose qu'ils veulent fuir en permanence, et donc ils ont besoin de se déplacer, mais en fait comme le problème ou disons la problématique est en eux, sur le plan psychologique, ça peut être un trauma d'enfance, ça peut être une mauvaise expérience récente, il y a plein d'exemples, eh bien, ils sont en fuite perpétuelle, alors que la solution n'est pas aux quatre coins du monde, mais probablement à l'intérieur. C'est un travail sur soi que cela demande parfois. Alors, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais je voudrais savoir si Georges pense la même chose ou s'il a un autre angle de vue.
Bien, pour ma part, je vais répondre à cela. Euh, Parce qu'il faut d'abord savoir que j'ai voyagé dans 3 continents. Mais moi, quand je parle de voyage, c'est pas un voyage en tourisme. C'est-à-dire, ce sont des déplacements avec, je reste dans une ville où j'y travaille et je parle la langue. Donc, toutes mes pérégrinations, en quelque sorte, tous mes voyages m'ont été dictés. C'est-à-dire que j'ai été pris dans une espèce d'engrenage qui fait que j'ai été obligé de bouger. J'ai commencé à bouger quand j'étais très jeune, tout juste adolescent, de l'Algérie vers la France. Pourquoi? Parce que l'Algérie est devenue algérienne et plus française, donc c'était une nécessité de s'en aller, sinon on nous massacrait. Eh bien, ça a commencé comme ça et ça a perduré. Et ensuite, je me suis installé en France, c'était pareil. Donc, en fait, ma façon de bouger chez moi était une façon dictée par les événements. Donc, j'ai bougé jusqu'à atterrir au Costa Rica il y a une vingtaine d'années. Mais là aussi, ça a été, comment dirais-je, euh, pas prévu, mais poussé par les événements. Donc moi, j'ai jamais rien fui de vraiment. J'ai toujours voulu m'installer, sauf que les événements ne me l'ont pas permis. Donc voilà ce que je peux en dire. On parle toujours en fonction de son expérience dans ce genre de domaine, parce que c'est difficile d'extrapoler et de parler pour les autres. Mais dans mon cas personnel, voilà, j'ai voyagé dans beaucoup de pays latinos, dans beaucoup de pays européens et dans une petite partie de l'Afrique, aussi bien du nord que central. Tout ça parce que j'ai été obligé de bouger. Voilà. Mais ça, c'est en ce qui concerne votre expérience, Georges. Mais que pensez-vous? Ma question, c'était comme ça, quand on voit non seulement Valérie, donc pour son travail, donc on appelle ça sur le plan professionnel, voyage beaucoup, mais en plus, elle nous dit elle a besoin de ça. C'est son équilibre, c'est ce qu'elle veut. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une fuite? Est-ce que vous pensez que c'est juste un hobby? Voilà, je vous parlais juste sur le plan Ah, psychologique. Est-ce que vous aviez un avis? Parce que alors, vous avez une expérience qui est bien. vraiment incroyable. Dans ces cas-là, ce qu'on peut dire, hein, je ne veux pas rentrer dans une philosophie de comptoir, mais très souvent, c'est à la recherche du bonheur ou à la recherche d'un manque, parce que justement, on n'est pas bien là, il faut aller toujours ailleurs pour chercher le meilleur et trouver son équilibre. Donc, c'est une quête en soi. Ça, on peut l'imaginer comme ça. Mais ça, c'est pas mon cas, évidemment, vous l'avez tous compris. Maintenant, pour raisonner philosophiquement, d'après la question que me pose David, oui, évidemment, les gens qui font ça, c'est à peu près certain, ils sont en quête de quelque chose. Donc, ils ont un manque quelque part. Donc, c'est à la recherche d'un autre idéal. Et toujours penser que le déplacement, que le voyage, que ailleurs, c'est mieux que où nous sommes. Ça, c'est un classique hein, de la réflexion. Donc, je fais rien d'exceptionnel en disant cela. Voilà ce que je peux en dire. Quoi qu'il en soit, et c'est quand même pas aussi simple. On dit que très souvent, les gens qui voyagent comme ça, ils en ont le besoin. Ben oui, bien sûr. On fume parce qu'on a besoin de fumer. On prend de la drogue parce qu'on a envie de prendre de la drogue. C'est toujours la même chose. C'est parce que on a un certain besoin qui n'est en fait créé par des chimères. Voilà. C'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est ma façon de penser. Non, c'est pas caricatural. On va demander au principal intéressé, c'est-à-dire Valérie, ce qu'elle en pense. Est-ce que vous êtes déjà auto-analysé? Est-ce que vous pensez que c'est juste un plaisir pour vous d'avoir besoin comme ça de voyager ou plus comme Georges et moi le pensons, c'est-à-dire que c'est un petit peu soit la recherche d'un idéal, l'expression de Georges, soit une fuite, soit, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie? Puis sinon, on va passer à un autre sujet. Il y a Eric B qui vous pose une question, donc Je sais pas, mais allez. disons, bon, mais oui, et où elle est la question? Oui, oui.
On vous entend plus du tout, là, Valérie. La question, pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis comme mon père. Là, ça va? Là? Là, c'est bon, c'est revenu. Oui, parce que j'ai besoin et maintenant je vais essayer de me stabiliser parce que il faut que je reste plus sur place et puis mais je vais changer d'outil parce que j'ai dirigé pas mal de monde et maintenant je vais aller vers autre chose. Où j'aurai aussi à diriger comme en Russie, mais ça sera beaucoup plus calme. Ok, en tout cas, bravo pour ce destin, parce que vous savez, il y a des femmes et des hommes qui ont 28 ans, qui sont restés toujours chez leurs parents, qui n'ont rien fait d'autre que regarder la télé avec des chips et une console de jeux vidéo. Et vous, dis donc, à 28 ans, vous avez fait plus de kilomètres, je pense, en avion, que ce que moi j'ai pu faire, même si je suis pas un bon exemple, à mon âge. Donc, Eric Big vous pose une question. Il y a quelque chose qui l'a interpellé. Vous avez dit que l'émission sur le Lego sur la chaîne qu'on a fait sur la chaîne avec Georges et Marcel sur la Kabbale, etc., ça vous avait apporté beaucoup de positifs. Et donc, Eric vous pose la question, quel positif ça vous a apporté? Déjà, pour commencer, maintenant j'accepte la défaite, la réussite. J'accepte aussi les choses. Hein? Vous voyez, même si j'ai un échec, je l'accepte. Arrêter de fumer, déjà. Et maintenant, disons, comment vous expliquer, je me sens mieux. C'est inexplicable, mais je me sens mieux. Vous voyez, je n'arrive même pas à le comprendre moi-même ce qui s'est passé. Là, on vous entend plus. Je suis là. Voilà. Je suis Très bien. là. Voilà. Très bien. Excusez-moi à chaque fois de vous dire on vous entend plus, mais quand il y a des blancs, c'est intéressant. Alors, vous savez ce que vous dites en réponse à Eric, que vous vous sentez mieux. Je ne sais pas si Georges et Marcel l'ont ressenti. Ce sont des vieux briscards qui sont assez durs de coquille. Donc peut-être que ça va se faire dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais en tout cas, si vraiment ce que vous dites est la réalité, que après l'émission vous êtes senti mieux et que vous avez réfléchi sur l'acceptation de la défaite, de la victoire, et normalement quand on n'a pas d'ego, on reçoit la défaite et la victoire exactement de la même façon. Ni chaud ni froid. Alors bien évidemment, ça peut avoir des conséquences pécuniaires, des choses comme ça, mais c'est absolument pas important. Et le fait que ça ait déclenché en vous quelque chose, c'est typique de la Kabbale. En fait, lorsque la Kabbale agit, lorsque la personne est prête, on appelle ça en hébreu Nekuda chez Balev, c'est-à-dire le point dans le cœur qui réclame quelque chose, et que justement les enseignements prodigués venant de la Torah, attention, parce que la Kabbale n'est qu'un dérivé spirituel de la Torah qui est plutôt mathématique, et on va dire, même si le texte est simple, mathématiquement pour l'appréhender, ça peut être complexe, et finalement la Kabbale va permettre de traduire ça, on va dire, de façon un peu, pas comme le yoga, mais en tout cas de donner des points d'ancrage comme la destruction de l'ego, essayer de donner plus que l'on ne reçoit, etc., etc., finalement des valeurs de vie. Et donc si vraiment ça a déclenché quelque chose en vous, c'est tout simplement que vous étiez prête. C'est-à-dire que déjà, dans votre cœur, il y avait ce besoin, pas simplement de spiritualité évanescente, mais de quelque chose de concret, avec des mots concrets, des explications concrètes. Et donc, naturellement, les changements s'opèrent, comme ceux que vous constatez sur vous-même. Donc voilà, ça fait très plaisir. Ça prouve que, à plusieurs titres, l'émission n'a pas été inutile. Voilà, je coupe mon micro. N'hésitez pas, Georges, à intervenir quand vous le voulez. Eh bien, c'est intéressant d'analyser après coup notre émission. Pour ma part, je dois vous dire une chose. C'est la seule fois où j'ai réécouté 3 fois. C'est la seule émission que j'ai écoutée 3 fois pour bien comprendre ce que vous avez dit et ma façon de répondre. Eh bien,
Bon, me sentir mieux, je n'irai pas jusque-là, hein. Mais pour ma part, ça m'a incité à, à piocher un petit peu sur ce que vous avez dit, de faire des recherches. Et les recherches que j'ai entreprises, bien sûr, elles étaient purement philosophiques, par rapport à des grands philosophes. Eh bien, très souvent, ces grands philosophes ont repris ces thèmes, les ont analysés, et maintenant, je suis plus armé pour répondre aux questions. Je n'aurais peut-être pas répondu de la même façon que j'ai répondu la première fois sur cette émission, parce que c'était un sujet dans lequel je n'avais pas vraiment potassé. Maintenant, je me sens un peu plus armé intellectuellement pour y répondre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet que je voudrais bien reprendre et continuer. C'est évident pour ma part. Eh ben ça fait plaisir parce que c'est pas simplement, Georges, un sujet central, c'est pas un sujet simplement franc-maçonnique, parce que même la franc-maçonnerie dont vous avez un peu parlé a des accointances avec les courants de la Kabbale, notamment la Kabbale médiévale qui est arrivée à peu près au Moyen-Âge. Mais vous parliez de philosophie, la plupart, j'aime pas généraliser, mais on va dire la plupart de la philosophie est basée sur la Kabbale. C'est-à-dire, prenons une des références comme Spinoza, Spinoza qui est vraiment un tronc de la philosophie. Eh bien, c'était un Israélite qui a été refusé à la fois à l'examen des rabbiniennes et après il s'est dirigé vers la Kabbale et son comportement n'était pas adéquat. Apparemment, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je n'y étais pas, mais il a été rejeté également par les kabbalistes de l'époque et il a fondé son courant spinoziste avec son espèce de nihilisme sous-jacent, mais il s'est servi, parce qu'il avait quand même un peu étudié avant d'être rejeté, donc il s'est servi de tous ces savoirs thoraïques et kabbalistiques pour finalement faire l'exact inverse, je ne sais pas, un côté revanchard ou voilà, comment on peut appeler ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà, c'était peut-être sa contre-attaque. Et Spinoza, c'est vraiment l'anti-Kabbale. Si vous lisez un petit peu sa philosophie, c'est une catastrophe. C'est du nihilisme dans lequel on piochait la French Theory, vous savez, dont on parle souvent, cette déconstruction, Derrida, Deleuze. Ce sont ils sont dans la lignée de Spinoza. Et c'est terrible de voir que finalement, c'était quelqu'un de chez nous, si on peut, c'était vraiment quelqu'un de chez nous, vraiment à 100%, et qui a déraillé totalement et qui a été très néfaste. Il est probable que toutes ces politiques dégénératives que l'on connaît aujourd'hui, hein, pas simplement la déconstruction, mais tous ces, encore une fois, toutes ces abominations de notre époque, qu'on ne peut pas citer librement sur Internet et sur YouTube, car ils ont un règlement très strict, comme vous le savez. Je ne voudrais pas risquer de faire striker l'émission, je suis obligé de m'auto-censurer. Mais je pense que vous avez bien compris entre lignes. Donc, c'est pas étonnant hein, que dans vos recherches, vous ayez trouvé des philosophes qui aient pioché dans ces histoires. Mais en tout cas, ils avaient quasiment tous en commun d'avoir un ego surdimensionné, ces pseudo-philosophes, et d'avoir essayé de faire croire, par leur pseudo-pensée, souvent, qu'ils étaient des gens altruistes, qu'ils étaient des gens, vous savez, dans l'abnégation, dans toutes ces choses-là, alors qu'ils étaient beaucoup moins vertueux qu'ils ne le disaient quand on piochait un petit peu dans leur vie. Donc voilà, mais les choses en définitive sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Et si vous avez réécouté, j'en suis très content, l'émission 3 fois, vous avez remarqué qu'à part l'introduction qui est un petit peu pesante, hein, puisque pendant 15-20 minutes, j'ai essayé de faire un condensé de Kabbale sur le début, sur cette histoire d'ego, mais sinon, c'est relativement léger. Alors c'est vrai qu'ensuite, que ce soit vous, Georges, ou Marcel, on a essayé de débattre un petit peu de tout ça, mais le sujet est très très simple. C'est se débarrasser de l'image de soi, se débarrasser de ces espèces de convenances de je mérite ça, je ne mérite pas ça, pourquoi il m'arrive ça, toujours se centraliser dans tout. Je ne suis quand même, pourquoi on me traite comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, faire abstraction de tout ça, oublier cette espèce de d'égocentrisme, on peut dire, je sais pas si c'est voilà
et faire passer les choses finalement complètement décorrélées, se détacher et ne passer par soi que pour le don finalement. Ça, c'est l'étape suivante. Elle ne peut arriver que lorsqu'on est vraiment, vraiment débarrassé de cet ego, du moins qu'on l'a réduit au silence. On appelle ça l'anéantissement, le bitoul. En hébreu, bitoul, c'est l'annulation totale, parce qu'on ne peut l'arriver que comme ça, en s'annulant totalement. C'est pas simple, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit, mais bon sang, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Parce que c'est une véritable libération. Euh, donc ça, je ne vais pas spoiler la prochaine étape, et surtout ne pas essayer de convaincre qui que ce soit, puisque le but, c'est que vous conservez, que ce soit Valérie, vous, Georges, ou n'importe qui, Eric dans le chat, ou n'importe qui, c'est le libre arbitre. Voilà, ça doit être un choix libre et conscient, parce que c'est quelque chose qui change complètement l'existence. Une fois que vous êtes décorrélé de l'ego, vous êtes décorrélé de la matière n'a plus prise sur vous. C'est-à-dire, bien évidemment, vous avez un corps, vous devez le nourrir, vous devez le nettoyer, bref, c'est normal, c'est malheureusement notre matière, mais vous n'êtes plus du tout emprisonné dans les contraintes liées à votre matière, comme le désir constant d'assouvissement de tel ou tel désir, etc., puisque finalement votre vie change, votre existence, elle devient tournée vers autrui, et dans autre chose que je ne dirai pas ici, puisque je laisserai à chacun le découvrir. C'est le plaisir de le découvrir une fois qu'il aura mis à bas ce monstre qu'on appelle ego. Je coupe mon micro, et peut-être que vous, Valérie, veuillez intervenir. Votre micro est ouvert, Valérie, mais on ne vous entend pas. Oui, non, j'écoutais parce que là, j'avoue que je suis un peu dans... Là, on m'entend. Oui, oui, parfait. Oui, oui, j'écoute, c'est intéressant. Oui. En fait, je prends le micro puisque j'arrive pas à entendre Valérie. Je crois que elle a des problèmes de communication. Bon, je peux pas en savoir davantage. Enfin, ce qu'on peut dire d'une façon où il y a un consensus, c'est que l'ensemble des penseurs, que ce soit les philosophes, on a parlé de la maçonnerie, cela a été la même chose. Ils se sont tous inspirés de la Kabbale, évidemment. Ils l'ont tous interprété plus ou moins à leur façon, mais ils l'ont pris en compte, ils l'ont tous euh, accepté en quelque sorte comme support de base. Et ça a été quand même un élément fondateur de cette pensée. Donc les autres, tous les philosophes en règle générale, on en parle évidemment, Spinoza est parmi les plus importants parce que il a combattu en quelque sorte l'idéologie euh, juive, on va dire, non seulement la Kabbale, mais la religion juive dans son ensemble. Alors qu'il était bien sûr d'un papa et d'une maman juive. D'ailleurs, son nom, il a modifié, il avait un nom hébraïque beaucoup plus important. Enfin, bref, c'est pas le problème. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de continuer. J'espère que David nous fera un autre un live ou peut-être même plusieurs autres sur ce sujet. Ça sera intéressant d'en parler, bien évidemment. Je coupe. En tout cas, je suis vraiment bien content que ça ait fonctionné. Franchement, c'est quelque chose, vous avez vu, j'avais abordé avec des pincettes depuis toutes ces années. Je disais un petit mot de temps en temps, histoire de pas cacher d'où je venais, parce que ça représentait quand même une grande partie dans mon existence. Même, enfin, une grande partie. Ça, on va dire matériellement, j'y suis vraiment resté à fond pendant 3 ans. Mais disons, l'avant et l'après a représenté quand même beaucoup, beaucoup d'années. Mais je vous dis, j'ai pas abordé ces choses-là. Encore une fois, pour préserver le libre arbitre de chacun. Si personne n'en a le désir, ça sert à rien de lui proposer une tarte au citron. Si il veut une tarte aux fraises, il y a rien de bien folichon à ça. Mais voilà, le moment était venu.
encore une fois, il y a eu le 7 octobre en Israël, quelque chose d'absolument abominable. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la Kabbale et le 7 octobre? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je peux même pas tous les énumérer maintenant comme ça à la volée. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, comme je l'avais dit à Marcel Richard, a remis en route l'histoire qui s'était arrêtée à Auschwitz en 44 lorsqu'il y a eu la libération par les Russes des camps, si on peut appeler ça une libération, mais quand même. Et l'histoire s'était arrêtée après la Shoah et elle a redémarré par une mini-Shoah, entre guillemets, lors de cette journée néfaste du 7 octobre. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais vous verrez, les conséquences de cette date n'ont pas fini de s'allonger. La situation est encore très tendue. On s'aperçoit qu'il y a une polarisation dans le monde. Tout ça est prévu, entre guillemets, dans la Kabbale, qui, je tiens à le préciser, qui prend sa source et qui tire son énergie de la Torah. Parce que la source vive, mathématique, c'est la Torah. Faut pas oublier, la Kabbale n'est qu'un courant spirituel qui s'imprègne de la Torah en éliminant tout principe religieux dogmatique. La religion a choisi un terrain qu'on appelle en hébreu le pshat, c'est-à-dire juste le sens écrit, pour en tirer un dogme, des règles religieuses très strictes, alors que la Kabbale a choisi ce qu'on appelle en hébreu le sod, S-O-D, le secret de la mystique. On appelle ça la mystique juive, à tort, c'est la mystique vraiment thoraïque ou hébraïque, si vous préférez, la mystique de nos pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, et donc qui à l'époque, bien sûr, n'avaient pas la Torah, mais ils avaient déjà la Kabbale, donc qui était déjà, on va dire, qui émanait de la Torah, qui sera donc donnée aux Hébreux par l'entreprise de Moïse au mont Sinaï. Et c'est vraiment d'actualité en ce moment. Donc voilà, c'était le moment. C'était le moment. En plus, on avait réussi à bannir, à éjecter tous les parasites de la chaîne. Et on s'est retrouvé vraiment entre Georges et Marcel sur un terrain tout à fait apaisé. Ce qui ne voulait pas dire qu'on n'était pas d'accord, qu'on n'avait pas des incompréhensions les uns avec les autres. Mais on a pu discuter d'un sujet qui peut être complexe sur certains aspects, alors qu'il est simple, comme vraiment. Mais il y a des, c'est normal qu'on soit réfractaire, qu'il y ait des résistances face à un tel sujet, parce qu'on parle quand même vraiment de la racine de ce qu'est l'être humain, le shoresh en hébreu. Je vous donne le mot, je vous donne le mot hébreu vraiment parce que c'est important, c'est vraiment le mot, les mots clés, et bien, là, avec la traduction en français, donc shoresh, la racine. Et donc vraiment, je suis assez étonné d'avoir suscité en tout cas l'intérêt de Georges, qui est quelqu'un de difficile à contenter, qui est quelqu'un, il faut vraiment lui donner une nourriture de qualité intellectuellement pour pouvoir susciter son intérêt. Donc, je suis content que l'émission sur l'ego ait fonctionné, en espérant que ça portera ses fruits, mais ça, c'est pas entre mes mains. Alors, Ibi nous dit, Georges, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'idéologie juive? Alors, je vais me faire l'avocat de Georges avant que Georges réponde à Eric, parce que je connais les questions de notre ami grenoblois qui sont piégeantes. Bien évidemment, Georges utilise le mot JUIF, JUIVE parce que c'est comme ça, parce que il a l'habitude dans son lexique. C'est vrai que le mot, normalement, c'est hébraïque ou israélite, ou même israélienne, puisque JUIF, c'est une des tribus d'Israël, donc un 12e d'Israël. Donc finalement, c'est vrai qu'en parlant d'idéologie JUIVE, on exclut 11/12 du peuple hébreu, ce qui n'est pas du tout l'intention de Georges. Donc, je me permets, Eric, de répondre à la place de Georges, même si bien évidemment, il va pouvoir répondre, mais comme je connais quand même notre ami, je ne suis même pas sûr qu'il ait forcément l'envie de te répondre. Alors, je prends les devants d'une façon un peu cavalière, parce qu'encore une fois, Georges et Marcel sont maintenant les piliers de la chaîne et j'y tiens. Et donc, je les défends tant que je peux, et surtout tant qu'ils ont raison, tant qu'ils sont sionistes, tant qu'ils sont du côté d'Israël, comme Valérie d'ailleurs nous dit souvent qu'elle est sioniste, eh bien moi je serai toujours de ce côté-là. Pour moi, depuis le 7 octobre, les choses sont claires, je vous l'ai déjà dit et répété. Sionisme, sioniste et anti-sioniste. Amis d'Israël et ennemis d'Israël sont les seules divisions que j'opère dans l'humanité. C'est comme ça, que ça plaise ou pas. Je coupe mon micro.
Eh bien, je crois que, en fait, David a répondu. L'idéologie, c'est une forme de pensée qui est insérée en nous d'une façon importante. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? Bon, j'ai dit juif parce que c'est un mot qui me convient. Je pourrais dire hébraïque. Eh bien, c'est tout simplement le sionisme. Le sionisme, c'est l'État d'Israël. Et l'État d'Israël, c'est la réunification de l'ensemble de notre communauté qui est représentée sous un drapeau israélien. C'est ça, l'idéologie. Voilà, c'est tout très simple. D'ailleurs, David l'a exprimé. Et la cause palestinienne, pour en revenir à ça, qui est l'anti-israéline, l'anti-juif ou l'anti-sioniste, c'est toujours la même chose. Vous pouvez prendre les mots que vous voulez, qui ont la même signification d'ailleurs. Ils ont pas, on n'a pas à les interpréter différemment. Ils ont la même signification. Donc l'idéologie, ben, c'est simple. C'est le sionisme. Voilà, tout simplement. Très bien, merci Georges d'avoir eu la gentillesse de répondre à Eric. Valérie, ah ça y est, votre micro s'est allumé parce que j'appuyais depuis tout à l'heure. Il doit y avoir un blocage dans votre smartphone. Euh, Pourtant, Eric, quand il se connecte avec le smartphone, on l'entend toujours très très bien. Donc là, votre micro est allumé, Valérie. Comme je réponds à vos messages privés en même temps. Vous parliez de l'ONU, que l'ONU était contre Israël, c'est tout à fait logique. L'ONU, c'est l'organisation des nazis unis, bien évidemment. Donc, en tant que nazis, ils sont anti-Israël, anti-sionistes, anti-bien, anti-justice, comme les nazis l'étaient à l'époque. Hein. Ils portent bien leur nom, l'ONU. Donc, ils se font passer pour des agneaux, alors que ce sont des monstres. Enfin, voilà. Valérie, votre micro est allumé, n'hésitez pas à intervenir, mais en attendant, je pense que pour l'instant, je vais poursuivre avec Georges. On se taira si on vous entend, mais on ne vous entend pas, malheureusement. C'est quand même étrange, cette histoire de portable. Essayez de maintenir votre doigt, je sais pas, il y a peut-être une touche pour laisser le micro allumé. Moi, j'y connais rien, je n'ai pas de téléphone. Donc, vraiment, je ne peux pas vous aider. Ça va? Ça va? Ça va? Allez-y, on vous entend. Allez-y, Valérie. Oui, oui. On parlait aussi là d'Hitler. Bon, oui, oui, c'est vrai que Hitler c'était la catastrophe et ce bonhomme en définitive, il était moche, bête, et il y a des gens qui ils voulaient créer une race aryenne, soi-disant. Hein. Et, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Allemands qui n'ont pas marché, mais il y a aussi eu des collabos en France, partout. Hein. Et en définitive, sa race aryenne, c'était des grands blonds, tout simplement. Il fallait être blond, aux yeux verts, aux yeux trucs, et c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Ils ont dit qu'il avait la haine des Juifs et personne ne le comprenait parce que quand j'ai discuté avec des gens plus âgés, euh, comment dire, c'était personne n'a compris et aujourd'hui personne n'explique comment un type comme ça qui est un simple peintre a pu créer tout ça. Et dans le mal, hein, j'entends bien. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Autrichiens et d'Allemands, et ça reprend, je suis désolée de le dire, qui recommencent vers l'ASS. Hein, et notamment, je ne sais pas, bon, il y a cette fameuse Alice Weidel. Bon, c'est vrai son grand-père elle avait un grand-père SS aussi, voilà. Et maintenant, elle voudrait reprendre le flambeau. Et ce que je ne comprends pas, c'est que Elon Musk, enfin, il paye sa campagne, c'est en quelque sorte. Et, et bon, son lobby maintenant, c'est parce qu'il y a des Allemands qui ont été violés par des Syriens. Ça lui donne encore plus de force, quoi. Mais malgré tout, l'Allemagne, en ce moment, est quand même, comment dire, il y a quand même beaucoup d'attentats. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais une copine me dit, ils sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Bon. En Autriche, c'est pareil. En Autriche, il y a aussi quand même, mais la Weidel, ce qu'elle veut, c'est expulser les Afghans et tout, et elle veut maintenant mettre des trucs très, comment dire, on peut dire ça, très catégoriques. Mais il y a quand même beaucoup, je répète, les SS qui reviennent. Et ça, c'est ma copine qui me l'a dit. Il y a de plus en plus de groupes
complètement néo-nazi. Et même à Fribourg, quand vous vous promenez, il y en a qui vous agressent carrément. Hein. Si vous n'êtes pas, qui considèrent blonde et tout, eh ben, ils vous agressent. Alors, Oui. juste, je dis un mot sur ce que vous venez de dire, Valérie. Déjà, c'est bien, on vous a entendu quasiment tout le long, mais vous disiez les SS reviennent. Et comme je le fais avec Georges et Marcel, j'essaie toujours de préciser. À mon sens, sur le plan de la logique, les SS n'ont jamais disparu. Ils étaient juste en sommeil, puisque la haine envers Israël, l'antisionisme, l'anti-hébraïsme, bref, tout ce que vous voulez, était juste, on va dire, après la Shoah, on va dire, la fondation de l'État tel qu'il a été fait par David Ben Gourion et ses successeurs, mais ils se sont mis en sommeil parce que, voilà, ils venaient de perdre à la guerre avec leur égérie à Schitteler, etc. Et donc, le procès de Nuremberg a été une petite mascarade, on va dire, pour se donner bonne conscience en Europe et pour tourner la page. Mais après, on va dire, de plus en plus, ils ont agi, on va dire, derrière, ils ont agi dans les coulisses, mais ils ont toujours été présents. Et je ne dis pas ça juste comme ça, de but en blanc, sans aucune, comment on va dire, sans aucune preuve. Je vais tout simplement, encore une fois, parler du 7 octobre. Le 7 octobre 2023, vous avez vu, a libéré tout ce que vous appelez les SS, qu'ils soient de France et d'ailleurs. Et ils ont montré en même pas une semaine qu'ils n'avaient non seulement aucune empathie pour Israël avec ce qu'il était arrivé, il n'est jamais arrivé rien de tel aux Israéliens, aux Hébreux depuis la Shoah. Et pourtant, la compassion n'a duré qu'une semaine. Et après, on a appelé Israël génocidaire. C'est ridicule, alors que les Hébreux ont été, on va dire, du temps moderne, la seule population qui a été victime d'un génocide de cette ampleur. Entre 6 et 8 millions de gens, vous vous rendez compte, systématiquement éliminés dans les camps de la mort. Et on continue à leur chercher querelle. Ben, c'est la preuve que les SS sont toujours là. Ils sont incarnés par des petits Macron, incarnés par des Van der Leyen qui portent bien son nom, incarnés par le président espagnol, incarnés par la plupart des dirigeants européens. Peut-être peut-être que Viktor Orban ne fait pas partie président de la Hongrie. L'autre aussi, le président de, je ne sais plus exactement si c'est la République tchèque, je crois, qui est vraiment pro-Israël. Il doit y en avoir 2 ou 3 comme ça, de juste parmi les nations d'Europe. Mais donc, CSS attendait juste le bon moment pour revenir sur le devant de la scène. En France, bien évidemment, les courants mélenchonistes. Et je vais vous donner une deuxième preuve s'il en avait besoin. Et je vais arrêter de parler, je vais laisser Georges réagir à vos propos. Mais tout simplement, la France, vous vous rendez compte, sans consulter les Français, vient d'accorder, je ne sais pas si Georges a entendu cette information, le statut de réfugié aux Gazaouis. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur, l'ignominie? C'est-à-dire que tous les terroristes du HMAS vont pouvoir maintenant, s'ils le désirent, se mêler facilement dans la population et venir direction Paris. On va les retrouver sur les Champs-Élysées, vous voyez, parce qu'ils auront le statut du droit d'asile. Voilà, c'est la prime au massacre, c'est la prime au monstre, et ça prouve bien, encore une fois, que les pseudo-juges français qui font partie, on va dire, de ceux qui collaboraient pendant la guerre, qui sont toujours là comme les SS, ont encore la main et décident de faire venir en France, de donner l'abri comme ils l'avaient donné à Khomeini à l'époque, aux pires ordures de la planète. Excusez-moi du mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Et encore ordure, je pense que c'est trop gentil. Je coupe mon micro. Allez-y, Georges, si vous souhaitez dire quelque chose, ou peut-être que vous êtes absenté. Sinon, je vais meubler. Alors, il y a Eric qui nous dit RR, tu me parles de polémique, mais tu défends ton pote. RR, les SS n'étaient pas antisionistes car la résurrection d'Israël n'avait pas encore eu lieu. Ah là, tu te trompes. Tu fais un anachronisme. Alors, Georges Naon a eu une déconnexion. Alors, ça va me permettre de répondre. Attendez, je lis 2 secondes les messages privés de Valérie. Je ne vais pas les lire parce qu'ils sont privés, bien évidemment. Eh oui, tout à fait, Valérie.
Tout à fait, tout à fait. Alors Valérie, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Je répondrai à Eric Bic juste après, parce que j'ai beaucoup parlé, et j'aimerais vous entendre, ça me fait Euh, vraiment plaisir de vous entendre. Allez-y et Valérie, oui, j'ai on eu vous le, entend pas. Allez-y, j'ai eu le allez-y. cas oui, j'ai eu le cas de quelqu'un de ma famille qui ont dit, bon, ils les ont enrôlés de force. Ils voulaient pas y aller. Ils voulaient pas y aller. Ben, ils l'ont cherché, ils l'ont enrôlé de force dans la RSS. Et cette personne, elle a déserté. Et après, ils l'ont pendue parce qu'ils ne voulaient pas participer à ces saloperies. Et par contre, j'ai quelqu'un aussi de ma famille qui travaillait avec un monsieur d'origine juive. Et il travaillait dans la justice. Et alors, les Allemands sont venus, il s'est opposé. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Si vous faites un pas, vous me prenez avec. Et dans ce cas, bon, alors vraiment, ils ont eu peur parce que les Allemands, comment dire, je sais pas comment ils appelaient ça, là, le grand allemand, je sais pas, je trouve plus le nom au bord, je sais pas quoi. Et alors, il s'est mis devant son copain juif. Ils n'ont pas osé parce que lui, il avait quand même des relations. Et il a dit, si vous l'ôtez, je suis avec. Et ben, ils ont plus rien fait. Ils sont partis. La Gestapo, ils en avaient marre. Et après, quelques temps après, ils sont venus chez lui à la maison et puis ils lui ont dit, si vous refaites ça, c'est vous qui irez en camp. Mais entre-temps, bon, ben, il a refait puis il est parti en camp. Donc, il y a quand même des gens qui essayaient de défendre, mais les Allemands, la Gestapo, ils étaient c'était des vrais pauvres, hein, on peut dire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tiens, mais il y a Georges Naon qui a réussi à se reconnecter. Je ne sais pas s'il a entendu. Et, La- excusez-moi, désolé, mais je ne sais Allez, pas ce que j'ai touché, mais j'ai été déconnecté sans le savoir. Après, j'ai repris. J'espère que vous m'entendez maintenant. parfait, 5 sur 5. Allez-y, Georges, est-ce que vous avez entendu euh, ce dont je vous demande de réagir ou pas? Comme quoi les SS Non, n'avaient jamais non. disparu et qu'ils étaient toujours là et qu'ils tiraient les manettes toujours. Ah oui, ok. Je voulais réagir d'abord sur l'ONU. L'ONU, c'est normal qu'elle ait cette tendance. L'ONU est constituée d'un nombre très important de pays, plus de 200. Et en fait, les trois quarts, peut-être même les 4/5e, sont représentés par des pays africains et des pays du Maghreb, sans compter certains pays qui sont à l'encontre d'Israël d'une façon permanente, comme la Belgique, et l'Espagne. Donc, par conséquent, il est normal que l'ONU soit représentée et tient cette position. Voilà. Maintenant, pour parler du nazisme, alors, le nazisme, c'est beaucoup dire, on va dire des antisémites en règle générale, parce que le nazisme, c'était une époque bien déterminée avec une étiquette sur des personnes bien déterminées. Cette époque-là, avec ce nom en lui-même, euh, normalement, il est obsolète. Normalement, on ne devrait plus l'utiliser parce que c'est du passé. Ou simplement, si on l'évoque, c'est de l'histoire. Maintenant, ce dont on est en présence, l'antisémitisme que nous avons en ce moment, eh bien, en règle générale, il est édicté et le courant, ben, c'est l'islam. Donc, personne ne peut le nier, tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, en plus de l'islam, s'est greffé un monde politique qui est la gauche, qui a toujours été antisémite. La gauche a toujours été antisémite, de tout temps. Et une gauche extrême était antisémite. Donc on retrouve ces deux paramètres importants. Le nazisme, pour moi, comme j'ai dit, c'est du passé. Nous sommes en présence en ce moment d'un antisémitisme présent, existant par l'islam et d'autre part par une gauche, disons radicale pour employer les mots à la mode, qui font que cet ensemble de courants est le courant majoritaire actuellement. Voilà ma façon de penser. Très bien, on va voir si Valérie fonctionne, votre micro. Valérie, allez-y si vous voulez Oui, répondre oui, à Georges. euh, disons, oui, mais disons, c'était une époque très difficile. Et c'est vrai que moi, on m'a dit certaines brides, pour dire, hein, comment dire, parce que, oui, parce que dans la famille de ma mère, il y en avait un qui était vraiment un vrai, hein, de vrai, hein.
Et c'était des gens qui n'avaient même, comment dire, qui étaient des bêtes, voilà, on peut dire des bêtes. Et le pire, c'était la Gestapo, parce que tout le monde disait quand eux venaient, c'était l'horreur, ils avaient déjà eu de merde, hein, je ne peux pas dire autrement. Et c'est vrai que quand on me racontait un peu mon père et ainsi de suite, eh ben, c'est vrai qu'ils avaient des fois, ils frappaient, ils cassaient les mains, enfin, c'était horrible, quoi. Je pense que c'est comme le Hamas, voilà. En quelque sorte, le Hamas est peut-être pas pire, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais les vrais SS, c'était vraiment des bêtes. Hein. D'après ce qu'on m'a raconté, des choses horribles. Hein. C'était même en rêve, on ne pouvait pas s'imaginer. Hein. Mon grand-père a dit quand il venait, on avait l'impression que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et puis c'était. D'ailleurs, mon père a fait des exploits. Mon père est allé crever les pneus aux Allemands. Et en même temps, ils ne voulaient pas aller à leur truc là, comment dire, à leur truc là de jeunes. Alors, ma grand-mère, elle tremblait. Bon, mais je me demande quelle idée il avait. Ça montre comment il était, hein, mon père. Enfin, c'était vraiment une époque, comment dire. Et puis alors, il fallait se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens même des gens qui vous dénonçaient pour un petit rien. Hein. Mais bon. Je me permets de dire juste une précision, parce que j'essaie de préciser toujours. Vous avez dit c'était comme des bêtes, mais aucune bête ne commet les atrocités qu'ont commis les nazis. Hein. Il faut savoir que les animaux, je pense que Georges en a croisé beaucoup, hein, au Costa Rica ou ailleurs, ils sont gentils, les animaux. Les animaux, voilà, ils veulent survivre, ils veulent manger, boire, pourquoi pas jouer. Ils attaquent pour se défendre ou pour chasser, mais ils ne construisent pas des camps où ils vont se mettre à gazer des gens. Et donc, je trouve que être comparé à un animal, c'est plutôt une qualité qu'un défaut. Les NAZI étaient, je suis désolé de dire ça, hein, ça fait très misanthrope, mais ils étaient humains et très humains, dans ce qu'il y a de pire de l'humain, bien sûr, mais c'était des êtres humains qui voulaient détruire une autre catégorie de l'humanité. Voilà, et ils ont eu le pouvoir et les capacités de le faire. Et votre comparaison avec le HAMAS est par contre tout à fait exacte. Le HAMAS s'inscrit dans la lignée des SS. Ils s'en inspirent. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui s'en inspirent ou les autres qui s'inspirent des uns des autres, mais cette barbarie, cette monstruosité n'a d'égal que la haine qu'ils ont à l'égard du peuple hébreu, du peuple élu, du peuple choisi par Dieu à travers la Torah. N'en déplaise. Alors souvent les gens disent ah oui, mais c'est très prétentieux, parce que Eric souvent il dit ça, oh vous êtes le peuple élu, vous êtes des prétentieux, nanani. On n'a pas choisi cette élection, on l'a acceptée. Alors ça peut être une bénédiction lorsque Israël se comporte bien, mais sinon on voit bien que c'est un sacerdoce. Et l'histoire a montré que ça a plutôt été un sacerdoce, avec des persécutions, des pogroms, des horreurs commises à l'encontre d'un groupe de personnes qui ne nuisent à personne, qui font leur existence, qui apportent une valeur ajoutée bien souvent, qui sont des travailleurs dans le pays, et qui, à tort, par je ne sais quelle jalousie ou je ne sais quelle folie humaine, a été persécuté jusqu'à l'horreur de l'Holocauste et bien évidemment ce 7 octobre qui a rappelé vraiment pour le coup les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, avec des massacres systématiques et des horreurs commises avec un grand plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà où on en est et ça continue. Alors, je ne sais pas si Georges a entendu parce qu'il était déconnecté, mais je voulais lui poser la question. Est-ce que vous vous rendez compte que la France a été jusqu'à accorder le statut de réfugié, vous n'avez pas parlé de ça, aux Gazaouis? Donc déjà, ils ont accordé un statut de réfugié à un peuple qui n'existe pas, parce que Gazaoui, ça n'existe pas, tout simplement. Ce sont des gens qui habitent effectivement cet endroit, mais ce sont un ramassis, je peux le prouver, hein, de Jordaniens, de Syriens, d'un peu d'Égyptiens, un petit peu de ça. Il y a même des Irakiens. C'est un melting pot de terroristes composé d'ordures, voilà, pour la plupart.
Et ils vont accorder donc à cette monstruosité qu'a commis le 7 octobre une prime, c'est une prime au 7 octobre 2023, en leur donnant le statut de réfugié avec des droits incroyables, des droits, des, des aides. Là, franchement, la France a été très très loin dans l'abject. Hein. Et il y a Marcel Richard qui nous rejoint, mais on va laisser répondre Georges parce que j'ai vu qu'il avait allumé son micro. Il doit trépigner de nous répondre à ce sujet. Trépigner, je ne sais pas, mais on accorde beaucoup d'importance à cette décision que la France a prise. On accorde beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que les Palestiniens avaient le droit de venir en France et d'être comme immigrants, on les recevait. Donc, ça a été un acte symbolique qui fait que le statut de réfugié donne droit à davantage, c'est tout simple, hein, il donne droit à davantage de, on va dire, d'aides en règle générale, sociale, médicale, etc. Mais déjà avant, les Palestiniens avaient la possibilité de venir, mais ils n'avaient pas le statut de réfugiés. Ils avaient le statut d'immigrants, mais immigrants autorisés par les lois de la métropole, enfin de Macron et de la direction de la politique de Macron. Mais ça a toujours été. Alors, on a fait une loi là maintenant qui est une loi un peu différente, qui leur donne davantage disons, d'aide sociale en tout genre. Mais ça change rien. C'est un effet de manche. Ça change rien. Et par contre, ce qu'il faut observer, c'est que la reconnaissance de la Palestine a été repoussée. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais pour l'instant, Macron a reculé sur la position où il voulait avoir un État palestinien reconnu. Pour l'instant, on ne le reconnaît pas encore. Et ça a été en quelque sorte, comme il n'a pas pu reconnaître cette position qu'il avait tenue pendant un certain temps déjà, en disant qu'il voulait que l'État français reconnaisse, et pas que l'État français, mais qu'il reconnaisse un État palestinien sans véritablement frontières, etc., ça n'a pas fonctionné. Alors, on a lancé, avec un effet de manche important, cette histoire que vous venez de faire, dont vous faites allusion, qui est reprendre des Palestiniens en tant que réfugiés. Ça ne change rien. C'est symbolique tout ça. Si les Palestiniens veulent venir en France, ils seront les bienvenus. Ils l'ont été auparavant. D'ailleurs, on en a beaucoup en France en ce moment. Hein. Et il y a énormément d'immigrés palestiniens. On ne le dit pas, mais il y a une communauté palestinienne en France. D'ailleurs, il y en a deux qui se sont tués la semaine dernière entre eux, à coups de couteau. Et c'était du côté de la porte de la chapelle, si je ne m'abuse. Donc, il y a une communauté, elle existe. Voilà, je voulais juste faire une petite rectification à ce sujet. Très bien. Je répondrai à Georges après, mais là, nous avons Marcel l'épicurien qui sillonne les pistes de pétanque de Madrid et de France ou d'Allemagne ou je ne sais plus. Marcel Richard, où est-ce que vous êtes? Sur votre yacht? Alors non, je vous parle, je suis en voiture, je ne sais pas si vous m'écoutez. Je reviens de Montpellier de Pérol. Quand il y a de l'action, je peux faire l'action. Maintenant, je suis dans l'action, je suis en France. Ça fait que je suis adhère au parti anti-PDS. Et j'ai du boulot. Merci Bruno, qui m'aide. Et je suis content de vous écouter. Je suis content d'écouter Valérie, qui se pointe enfin des sionistes. Merci des sionistes. Je vais vous dire, pour rectifier une chose, Valérie, comme je suis en Allemagne et que je connais bien Biden, c'est sûr, ce nazi crasse. On a du mal à vous entendre. Décidément, Marcel Richard. En ce moment, le seul. Ça y est, ça revient. Le seul parti qui est vraiment anti-islam et qui essaye de bloquer les manifs Free Palestine et vraiment, en ce moment, bizarrement, c'est le seul parti 100% pro. Ouais.
je reviens à mes moutons. Je sais pas si vous pouvez m'écouter. Maintenant, je retourne sur l'Espagne, que je voulais seulement me pointer, vous dire un bonjour. Bonjour Valérie, très heureux de vous voir. Et l'Allemagne, le parti nazi est affreux, a été affreux, mais en ce moment, bizarrement, c'est le seul qui les lutte durablement et efficacement contre les mouvements, là, les poulets qui veulent soutenir le KFC. Et Alice Weidel, vraiment, elle est très, très, très pro-israélienne. Hein. Ok, maintenant, par contre, moi, je suis en France, je lutte contre BDS, tout ça. La prochaine fois, je partirai en Irlande. Parce que quel purée, quel putain d'Irlandais, comme je vous dis il y a 2-3 ans, personne ne voulait me croire. Les pires, c'est les Hollandais. En deuxième position, les Espagnols. À plus. Bonjour, Georges. Décidément, Marcel, vous faites comme Valérie, ça y est, vous n'avez plus de connexion correcte, on vous entend à 3 sur 5 de façon entrecoupée, mais au moins vous avez la ferveur du sionisme, donc ça, c'est bien. Tant que vous conservez cette qualité, c'est la principale. Vous êtes où? Vous êtes en Espagne ou vous êtes en Allemagne, là? Je suis sur le retour de Montpellier-Pérol sur la frontière espagnole. Vous êtes en voiture? Vous êtes en camping-car? Vous êtes comment? En voiture. En voiture, avec votre épouse? En voiture. Non, tout seul, en voiture. Ma femme est déjà en Espagne. D'accord. Et donc vous êtes tranquille, vous pouvez mettre la musique que vous voulez, vous pouvez péter en paix, c'est ça? Oh, putain, je peux même dégueuler. Quand j'écoute, Oh là là. quand je vois ce que fait l'Irlande, le gouvernement irlandais, je peux même gerber. Non, non, on vous souhaite pas. Non, mais c'était c'était un petit jeu de mots, péter en paix. Parce que le P, c'est péter en paix. Ah. Ça me fait toujours rire de dire, de dire ça. Donc, Ah, j'avais c'est bien. pas relevé. Excusez-moi, j'avais pas relevé. Ouais. Ah, vous savez, hein, on fait ce qu'on peut. Vous savez que je suis pas très drôle comme garçon, donc j'essaye des fois de tenter quelques traits d'humour. En tout cas, Mais votre blague, vous savez, votre blague dans vos mille, hein, votre blague, la rituelle, la celle-là, sempiternelle. elle est toujours d'actualité. Elle reste dans les annales. Elle ne vieillit pas, celle-là. Parce que vous pouvez la Elle vérifier. ne prend pas de rides. Elle ne prend pas de rides. Là, je vous assure, Marcel. Oui, je suis, je vous ai dit sur les Champs-Élysées, c'est Bamako un peu, hein, donc on se retrouve, on entend plus MAMADOU et machin qu'autre chose, et dans la rue, je ne reconnais même plus, je sais même plus si on entend parler français ou un espèce de dialecte de sauvage. C'est assez étrange. Vous savez que dans le sud de l'Espagne, ça y est, ils relèvent les manches. À Oviedo, en Andalousie, là où je suis, là, il y a déjà des risques, il y a des ratonnades. Il y a des ratonnades en ce moment. Parce qu'ils ont compris que cette engeance était nuisible et ils commencent à l'emboîter le cul. Dans tout le sud de l'Espagne. Oui, j'ai vu ça. J'ai même vu qu'ils s'habillaient en Ku Klux Klan. Donc cette fois, ils ne se trompent pas. Au lieu d'aller chasser les pauvres Israélites qui n'ont jamais rien fait de mal, cette fois, ils choisissent ce qu'il faut. J'ai vu ça à la télévision. Je me demandais si c'était fake news ou si c'était vrai en Espagne, parce que le gouvernement espagnol est pro-Musul MERDE. Et j'ai vu effectivement ces images de gens avec les bonnets pointus qui pourchassaient les ratons, là, les cafards. Donc c'est bien si l'Espagne commence à relever la tête. Olé, j'ai envie de dire olé, olé, olé. Donc c'est bien. Il faut les encourager, et nos amis espagnols. Et concernant ce que disait Georges sur que les Palestos là étaient accueillis, alors il y a une différence, Georges, à mon avis, hein, entre accueillir de fait, comme vous dites, depuis longtemps, et accueillir officiellement. C'est-à-dire qu'une fois que la Cour là, des juges français là, a donné officiellement le statut de réfugié aux cafards, ça leur ouvre des droits le maximum, quoi. Un réfugié,
qui joue sur le droit d'asile, il a tout et plus que tout, et d'une façon réglementée. Donc ça ne se fait, voilà, c'est une catastrophe. Mais bon, on n'est plus à une catastrophe près avec les dirigeants français, hein, qui font honte à toute l'humanité. Enfin voilà, je coupe mon micro et je vous écoute. N'hésitez pas, Valérie, hein, à répondre à nos amis Marcel et Georges. Et un fait divers qui m'est proche parce que c'est la Colombie, donc c'est un pays que je vois souvent puisque ma femme en plus est colombienne, donc j'ai des affinités. Et le président s'appelle Petro, il a fait un colloque anti-israélien et avec un boycott à la clé. C'est un pays qui n'a pas grande importance en fait au point de vue financier, économique, etc. sur la scène internationale, mais néanmoins il fait partie d'un des pays parmi tant d'autres qui ont pris position, comme la Belgique, comme l'Irlande, etc., comme plein de pays, mais d'une façon véhémente, d'une façon importante, parce ils font partie de l'ONU aussi, évidemment, ils font partie d'un pays important, parce que comme la Colombie, c'est important. Et bien voilà, donc ce gouvernement qui est anti-israélien, alors qu'il y a une communauté juive relativement importante en Colombie, ils n'en tiennent pas compte, bien sûr, puisque ils sont minoritaires, encore une fois. Puis c'est bien maintenant de se réfugier dans une cause palestinienne qui est soi-disant la cause juste, défenseur des droits, etc. Vous voyez, c'est toujours le même, cette pseudo de gauche, parce qu'il est de gauche, évidemment, hein, vous l'avez compris, Pedro est de gauche. Et effectivement, il rejoint bien sûr le Venezuela dans la même position politique. Il rejoint beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc voilà encore d'autres pays qui ont pris acte et fait des causes pour la Palestine, mais surtout contre Israël. C'est pas tellement pour la Palestine, mais c'est contre Israël. Oui, voilà encore un exemple malencontreux. Eh oui, eh oui, oui. Alors Valérie, votre micro est allumé, hein, si vous voulez. Attendez, là j'ai un problème, je sais pas ce que le mot fait. Je suis le spécialiste de l'informatique. Le seul qui est pour Israël, c'est l'Argentine. Hein. L'Argentine est résolument pro-israélienne. Les liens entre l'Argentine et Israël se resserrent de plus en plus. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais répondre à ce que vient de dire Marcel, mais je voulais voir si Valérie pouvait faire fonctionner son micro. Peut-être qu'elle veut intervenir. J'essaye de repasser par Valérie à chaque fois, vu qu'elle est nouvelle et vu que elle a le courage de monter en studio. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, d'avoir ce courage. Valérie, vous nous entendez? On vous entend pas, nous. Oui. Oui? Là? Oui, oui, allez-y si vous souhaitez intervenir. Hein, vous avez la priorité. L'Argentine, il n'y a pas beaucoup de mafieux là-bas? Oui? Oui, il n'y a pas beaucoup de mafieux en Marcel, Argentine? il y a Valérie qui vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de mafieux en Argentine, Marcel? Mafieux, vous savez, dans toute l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de mafieux. Oui. Une chose est certaine, c'est le seul pays dont les dirigeants, et même, je crois, la population, comme ils en ont bavé avec le nazisme, et vous savez, les attentats iraniens, hein, les attentats terroristes qui ont visé les communautés juives à Buenos Aires, ils sont, depuis lors, ils sont très, très pro-israéliens. Qui est de la mafia, ça se peut, mais en tout le cas, le gouvernement est le gouvernement d'Amérique du Sud le plus marqué, disons, pour le soutien à Israël. De loin d'ailleurs, hein, de deux têtes. Qui est des nazis, encore en Argentine, ça se peut puisqu'il y a beaucoup d'Allemands. Il y a beaucoup, vous savez, après la guerre, après en 45, 46, il y a eu la filière Odessa, qui a fait, par le Vatican d'ailleurs, par l'entremise du Vatican, qui a facilité l'immigration de beaucoup de nazis, d'Allemands, même d'Autrichiens, Allemands,
les Ukrainiens et les Lettons qui a facilité leur immigration sur l'Argentine. Donc, il doit y avoir une entité antisémite et anti-israélienne assez importante. Mais le gouvernement est vraiment, depuis longtemps, très pro-israélien. Et en ce moment, juste, il y a eu un rapprochement, il y a eu une rencontre entre les dirigeants israéliens et argentins, et le président argentin, donc il y a lui, par exemple, qui est en ce moment à la tête du gouvernement argentin, il est très, très pro-israélien. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Ça, c'est un fait très marquant. Par rapport au Brésil, par exemple, hein, qui a un dirigeant, alors que Bolsonaro, auparavant, était pro-israélien, maintenant, ils ont un président LFI, pour ainsi dire communiste, hein, qui est ouvertement Free PAL, alors donc slam. Voilà tout ce que je peux en dire. Valérie. Eh bien, Marcel a bien résumé la situation. En fait, ce qu'il faut comprendre aisément, ce n'est pas une histoire de comportement ou de tendance sur la population. La population n'a pas le droit à la parole, en fait. Dans tous ces pays-là, en Europe aussi, c'est pareil, hein, c'est la même chose, je ne fais pas de différence. Nous avons des politiques de gauche ou des politiques plus ou moins à droite. Eh bien, toutes les politiques de gauche actuellement, l'ensemble des pays latino-américains qui ont une politique de gauche sont pour la cause palestinienne et contre Israël. Ce n'est pas une question de comportement de la population. La population n'a pas le droit à la parole, aussi bien d'ailleurs en Europe, c'est la même chose. Nous sommes en ce moment dirigés en grande majorité, là, le monde entier est dirigé en grande majorité par la gauche ou par l'idéologie de la gauche, aussi bien dans les médias que dans le domaine on va dire du show business, dans le domaine de la politique, etc. Eh bien, cette tendance-là est d'une façon systématique anti-israélienne et pro-palestinienne. C'est simple. Donc, les pays qui sont à gauche, aussi bien en Amérique latine, bon, on a parlé de l'Argentine. L'Argentine est passée à droite. Eh bien, depuis qu'elle est passée à droite, elle est pro-israélienne. Mais c'est pas le comportement des personnes, en règle générale, est secondaire. On n'a pas on leur donne pas le droit à la parole. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils pensent réellement, parce qu'il n'y a pas de statistiques réellement de savoir si la population est pro-palestinienne ou pro-israélienne. Ce qui importe, c'est la politique en elle-même, les gouvernants. Et les gouvernements en ce moment, de gauche, sont pour la Palestine et anti-israéliens. C'est clair. Je coupe. Oui, je n'entends pas Valérie. J'ai entendu très bien Georges. Je n'entends pas Valérie. Je lui réponds à ses messages en même temps en privé. Donc n'hésitez pas, que ce soit Marcel, Georges ou Valérie, hein, si vous aviez quelque chose, profitez-en. Hein. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais ouvrir un autre live. J'ai profité de ce café qui a la connexion Wi-Fi vraiment très très bonne. Hein. Je regarde, en plus j'utilise un VPN. Normalement, avec le VPN, ça gâche un peu la bande passante. Et là, j'ai conservé quasiment toute la bande passante. Il n'y a pas de coupure. Donc, vous savez, après, quand Marcel disait, tiens, mais il y a Georges qui a allumé son micro, donc je vais faire vite. Quand Marcel disait oui, en Amérique du Sud, il commence à devenir comme en Argentine, pro-Israël, etc. Rappelez-vous, hein, j'en parlais avec Georges tout à l'heure en début d'émission et même depuis 7 octobre. Maintenant, le monde se divise en deux. Sionisme, anti-sioniste. C'est-à-dire pour Israël, pour le bien, pour la justice. C'est ce que je considère. Ou alors, pour les méchants, contre Israël, pour le mal, en fait, pour l'obscurantisme des ulmus, etc., etc. Les choses se clarifient beaucoup. Alors, j'ai vu Georges allumer, donc je coupe mon micro. Je pense qu'il voulait dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose qui m'a fait sourire parce que David nous dit, je suis allé dans un café ou dans je sais pas, enfin un lieu pour utiliser Internet. C'est bien cela, David, hein? Vous le confirmez? Oui, pour être dans un endroit que même si on me repérait, ce serait pas grave, c'est un endroit public, on va dire. Eh bien, je vais vous dire une chose.
Il y a quelques années, le Costa Rica, et certains autres pays d'ailleurs latino-américains, avaient des cafés Internet. Et maintenant, ça n'existe plus. Parce qu'on a dépassé le stade, tout le monde a Internet, tout le monde est connecté. Donc, les cafés qui utilisaient un ordinateur, eh bien, c'était il y a 7-8 ans. On ne le fait plus, maintenant c'est dépassé, technologiquement c'est dépassé. Nous avons une liaison sur la 5G qui marche d'ailleurs comme vous voyez. Moi, j'ai jamais de problème, sauf quand il y a une coupure d'électricité. Mais nous sommes beaucoup plus en avance au point de vue technologie, soi-disant dans un pays qui est dit en développement, comme c'est le cas de chez nous, d'un pays dit comme chez vous dans l'Europe, de la capitale, de la grande France, eh bien, vous êtes bien en retard en technologie. C'est très amusant. C'est ça qui m'a fait sourire. Oui, alors, l'anecdote en elle-même, elle est intéressante, mais je ne pense pas, hein, je fais une supposition, Georges. Vous allez peut-être me corriger. Je pense que ces cafés cyber, là, comme on dit, que ce soit cybercafé ou connexion Wi-Fi, je pense que ça va se maintenir. Quand j'étais venu en France en 2000, je crois que c'était 14-2015, ça existait et c'était très en vogue. C'est-à-dire qu'il y avait les gamers qui faisaient des jeux vidéo et on commençait à avoir dans les cafés des prises. Là, vraiment, on a quasiment j'en ai fait plusieurs, hein, mais celui-là, on me l'avait vraiment recommandé. Plusieurs dans l'avenue des Champs-Élysées, et autour, rue Pierre Chiron, Charon, avenue Marceau, c'est une des avenues de l'Étoile, avenue de Wagram aussi, il y en a quelques-uns. Je vais essayer de les faire un petit peu partout. Celui-là a été pas trop rempli et on a des coins. En fait, c'est pas spécifique pour accueillir des gens comme ça, globetrotters ou je sais pas quoi. C'est vraiment un coin où il y a des prises multiples, ce qui nous permet, parce que moi, vous savez, j'ai un ancien ordi, hein, donc la batterie est complètement foutue. Il faut que je le branche muralement pour que ça fonctionne. Donc on a les prises murales multiples et il y a la connexion du café qui est en libre service. Bien sûr, on doit consommer, hein. J'ai déjà pris plusieurs cappuccinos, un chocolat chaud et un jus d'orange. L'addition va être serrée, enfin va être salée, puisque je suis sur la plus belle avenue du monde, comme on dit. Donc c'est pas grave, mais au moins on a la connexion. Et je pense que ça restera. Alors je comprends ce que vous dites, hein, puisque moi j'ai remarqué ça à Las Vegas en 2023. Hein. Moi j'étais sans portable et je pouvais plus rien faire. Euh, Ils sont tous avec leur smartphone. Comme vous dites, je pense que dans la plupart des endroits, tout ce qui est cybercafé va soit péricliter ou alors ce sera underground. Mais par contre, là où je suis pas certain de ce que vous dites, en tout cas en France ou ailleurs, hein, je sais pas, en Italie, tout ça, c'est qu'ils vont conserver comment on appelle ça, peut-être pas un argument de vente, mais je veux dire, c'est toujours bien pour un café de dire à ses consommateurs, on vous offre la connexion Wi-Fi. C'est un argument pour qu'ils viennent s'attabler et pouvoir se connecter gratuitement pour les gens qui veulent, pas forcément qui ont un smartphone, comme vous dites, ils ont l'accès, mais des gens qui veulent peut-être répondre à leurs emails, travailler, parce que vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent en dehors de leur bureau, ils s'installent au café, ils font des trucs où ils ont besoin d'une connexion Internet, etc. Et ça leur permet d'être à l'air libre sur une terrasse ou quoi que ce soit. Donc, je pense pas que, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas présumer, vous êtes plus professionnel là-dedans, mais je pense pas que ça va disparaître à Paris, en tout cas. Je coupe mon micro. Bien. Alors, je me suis peut-être pas bien exprimé. J'ai dit que ça va disparaître d'une façon systématique parce que ça a déjà disparu chez nous. Il y en a plus. Pourquoi il y en a plus? C'est pas parce qu'on a des smartphones et qu'on est connecté, non. C'est que tout le monde a un réseau. Dès que vous rentrez dans n'importe quel endroit, que ce soit une banque, que ce soit chez le dentiste, que ce soit bien sûr dans tous les hôtels et dans tous les restaurants, vous avez un Wi-Fi qui vous est offert gratuitement. C'est ça le truc. Par exemple, quand je reçois mes clients au Costa Rica, je leur dis à tous, c'est pas la peine d'acheter une carte, une puce quelconque pour vous brancher. Vous aurez en permanence
un Internet gratuit dans tous les endroits où on va aller. Dans n'importe quel petit restaurant qu'on appelle un soda ou un truc insignifiant, tout le monde a un réseau connecté. Et quand vous rentrez, vous dites quelle est la clé de votre réseau. On vous le donne. Des fois même, il est donné directement sur la table où vous allez, en petit. Vous avez un numéro ou un nom, ou quelques lettres et un numéro, pour pouvoir vous brancher d'une façon systématique et gratuite. C'est pour cela que tous les cafés Internet ont disparu. Parce que tout le monde a Internet et tout le monde est connecté. Vous voyez la différence? Ah oui, j'avais pas compris. J'avais pas compris du tout dans ce sens-là. Mais ça doit être parce que j'ai pas de smartphone, je peux pas comprendre. Vous êtes bien plus inside the job, comme on dit. Vous comprenez beaucoup mieux l'époque, Georges, que moi. Je suis complètement has-been, un vieux de la vieille, un dinosaure en fait. Donc j'avais remarqué ça encore une fois en Amérique. Et là, vous me remettez encore le. Attendez, il y a Marcel Richard qui essaye de se connecter, mais vous êtes déjà dedans le studio. Alors je ne sais pas lequel Marcel Richard fonctionne. J'ai 3 Marcel Richard en studio. Alors Marcel, allumez votre micro et comme ça j'enlève les 2 autres Marcel Richard. Alors Marcel, lui, il a 3 avatars. Oh là 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 là. Alors attendez. Attendez, Qu'est-ce que c'est? vous voyez, je sors du restaurant. Ah, je vais poster jusqu'à un restaurant. J'ai l'impression que dans un restaurant, ça brouille. Mais Ça y est. j'ai qu'un smartphone. Donc, il n'y a qu'un Marcel Richard. J'ai qu'un smartphone en ce moment, ici. Et je suis sorti du resto, où je m'étais posé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, il y a eu un petit moment de crash, mais là ça va. Pour ma part aussi, j'entends bien. Allez-y, Marcel, missionniste, exprimez-vous, on vous écoute. Alors, je n'ai plus de retour. Plus de retour. Bon, je vais m'arrêter. Je crois que dans ces restos, ils ont un système anti-brouillage. C'est comme la descente israélienne. Pas comme la descente anti-aérienne qui est inexistante et inefficace. Iranienne. Ah, j'ai plus de retour. On vous entend, 5 sur 5. Allô? Mais moi je vous entends, hein. Allô? Je pense qu'on vous entend. Je vous laisse On la vous entend, parole Marcel. puisque j'ai pas de retour et je sais pas si vous m'écoutez. On vous En entend, tous les Marcel. cas, je me suis posé, je suis plus en voiture, il n'y a plus aucune raison qu'on m'entende mal. Moi je vous entends, Marcel. Georges, je suppose que vous l'entendez aussi. Absolument. Mais lui, il nous entend pas, alors il croit qu'on l'entend pas. Vous voyez, en fait, c'est marrant, hein. On est encore dans le don et la réception. Vous savez, on avait parlé de ça avec l'ego. Et vous vous souvenez, j'avais donné la parabole du fait que nous sommes des êtres humains qui ne disposons que d'un émetteur, mais nous n'avons plus, enfin, ou plutôt de récepteurs, mais nous n'avons plus d'émetteurs. Et on se rend compte, là, c'est exactement ce qui arrive à Marcel. C'est-à-dire qu'on l'entend, mais lui, comme il nous entend pas, bah, du coup, il croit qu'on l'entend pas. Vous voyez, c'est cette confusion. Et ben, c'est un peu pareil avec des personnes, et je demande pardon encore une fois à Dieu si je dis une bêtise, mais qui s'adressent en permanence. Dieu, donne-moi le loto, je veux gagner au loto, je veux ça, je veux ma Porsche, je veux ma Ferrari, je veux une maison à Monaco, je veux, moi je. Voilà, ils sont dans la réclamation permanente, mais leur sens, qui est complètement obstrué par cet ego, ne leur permet pas d'émettre de façon correcte pour toucher on va dire la fréquence, voilà, la fréquence du divin et de l'au-delà. Alors ils sont souvent déçus et du coup ils en concluent oh, ben, Dieu n'existe pas ou alors il est méchant ou alors voilà. Au lieu de se remettre en question et d'anéantir, dans le meilleur des cas, cet ego qui finalement vous coupe d'autre chose que de la matière, eh bien on voit que même comme ça, vous voyez, on peut trouver des exemples dans notre discussion qui est déjà à presque 2 heures. Donc pour ne pas non plus vous prendre trop de temps, en plus Valérie, je crois qu'elle a des problèmes de batterie. Alors je vais vous laisser conclure. Je pense qu'on en fera d'autres. Moi, je vais rester dans le coin. Je dois attendre mes papiers de toute façon. Ça va prendre un certain temps. Et donc, dès que je vois que l'endroit est safe, secure,
Je préfère aller sur les Champs-Élysées, même si bon, ça fait un petit peu pompeux. Je me dis quand même, c'est assez bien protégé. Si jamais il y a des ATT, ANT, bon, on a de quoi se défendre avec peut-être, on verra. On verra, j'espère que ça va pas arriver. Mais bon, c'est le destin. Et sinon, j'irais peut-être, il y a un bon café à Porte de Saint-Cloud. J'ai bu un chocolat chaud là-bas. Et il y avait aussi la connexion Wi-Fi pour le moment, Georges. Donc, je vais voir, je vais faire le tour des cafés parisiens. Et puis, je vous ferai un petit rapport. Et dès que je peux, dès que vous le souhaitez, je ferai une connexion. En tout cas, je coupe mon micro et on va vous laisser conclure. C'était vraiment très sympa de parler avec vous. Je coupe mon micro. Eh bien, j'ai été content de converser, de savoir que vous êtes en bonne santé, que tout va bien. Et on se reverra, on garde le contact. Un petit mot sur la rue Mouffetard, qui est une très, très, très vieille rue de Paris. C'était anciennement la rue des Teinturiers. Ils faisaient des teintures et ils écoulaient les eaux des teintes, qui étaient d'ailleurs très nocifs et toxiques. C'est une rue très particulière que j'ai connue énormément parce que j'avais mon appartement très proche de là. Et j'ai lu sur l'histoire de Paris, notamment sur la rue Mouffetard. J'ai connu la rue Mouffetard où tous les commerçants étaient français de souche. Et quand je suis parti, la population de la rue Mouffetard avait été complètement changée. Il y avait beaucoup plus de Turcs et d'autres pays que des Français de souche. Et bien sûr, maintenant, 25 ans après, ou 30, non, qu'est-ce que je dis 25 ans? 35 ans après, que je ne connais plus, elle a dû certainement encore changer de visage, mais c'était une rue particulièrement euh, vivante que j'aimais. Pas pour y vivre, bien sûr, mais pour y passer en tant que faire du tourisme parisien pour un Parisien. Eh bien, je vous remercie à tous. Merci David, merci Marcel, merci aussi notre jeune nouvelle. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Georges. Rue Mouffetard, oui, ben, j'y passerai, je vous ferai un rapport, mais je pense que je suis plutôt pessimiste parce que voilà, ça fait quand même un petit peu 2, 3 jours, on va dire, pour ne pas dire exactement, où je me promène et je vous assure, c'est pire que ce que les infos montrent. Vous savez, c'est news et compagnie. Euh, je n'ai pas vraiment entendu dans la rue de discussion en français, en bon français en tout cas. C'est une espèce de mélange, de créolisation, comme dirait l'ami Merluchon. Et alors vraiment, ça ne va pas vous étonner, je ne vous raconte même pas le métro. Hein, pourtant, j'ai pris pour l'instant ligne 9 et ligne 8. Je ne suis même pas encore allé dans le RER. Je pense que je vais en voir des vertes et des pas mûres là-bas. Je suis pas pressé d'y aller. Mais alors, dans le métro, Georges, alors là, ça vaut le détour. C'est-à-dire que vous vous retrouvez vraiment à Ouagadougou, comme je disais, Bamako ou au Soudan. Vous ne pouvez même pas. Je pense que si, vous pouvez peut-être vous imaginer, mais c'est bien pire que ce que vous. Il y a une petite tête BLANCHE de temps en temps, mais ils rasent les murs, ils baissent la tête, et sinon c'est que des RAPE, des NOIR. C'est l'affreux remplacement. Il n'est même plus en train de se faire, il augmente. Il a déjà été fait. Voilà. Je sais que je ne vous annonce pas un scoop, mais encore une fois, il y a une différence entre penser au chemin et faire le chemin. Et là, je peux vous dire, c'est catastrophique. C'est horrible. Mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais pas vous parler de ça. C'est pas très intéressant. Vous le savez. Donc, voilà, c'est pauvre France. C'est triste. Un tel déclin pour un si beau pays qu'il fut. Vous parliez de la rue Mouffetard, Montmartre, tout ça. Moi, j'aime beaucoup le coin Saint-Michel, Jardin du Luxembourg. Vous savez, c'est un endroit où je traînais beaucoup. J'irais faire un saut par nostalgie, mais je m'attends évidemment à voir plus de kebabs et de je ne sais quoi, plutôt que les petites échoppes d'antan où il y avait toujours un petit marchand de livres rares, des éditions. Je me souviens, même au niveau du jeu d'échecs, on pouvait trouver, hein, je vous assure, des livres d'échecs du début du XXe siècle,
fait par des joueurs connus. Je pense pas que ça existe encore. Bon, je veux pas noircir le tableau, mais là, franchement, déjà de l'immersion de ce que je peux voir, c'est pas reluisant. Georges, Valérie, est-ce que vous voulez faire une petite conclusion si votre micro marche? Là, je vous remercie vraiment d'être venu. Votre micro, il a quand même beaucoup mieux fonctionné que la dernière fois, même si c'est pas encore 5 sur 5. Donc, peut-être que la prochaine fois, ce sera au top. On dit jamais 203. Donc, c'est vous qui allez conclure, Valérie. Et ensuite, je coupe l'émission. Je remercie bien évidemment Eric B qui était en studio, qui était en chat, et en studio, nous avions Georges depuis le début, Valérie depuis le début, et Marcel qui est passé nous faire un coucou. Donc, je coupe mon micro. Au revoir, et puis, si Dieu le veut, à très bientôt. Valérie, c'est à vous, et ensuite, je coupe. Oui. 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 Alors, merci de m'avoir accepté, puis c'était très sympa. C'est bon? Ouais, c'est bien gentil. En tout cas, c'est vraiment, n'hésitez pas à revenir. Ça fait plaisir d'avoir un nouveau et en plus une nouvelle. Ça fait bien longtemps qu'une femme n'était pas venue chez nous, les machos. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment encore une fois chez vous. Vous pouvez venir en espérant encore une fois que votre connexion marchera de mieux en mieux. Allez, je coupe là et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se tient au courant, on reste en contact. Prenez soin de vous et je terminerai toujours, j'espère, en tout cas en disant que Dieu protège Israël. Je pense vraiment à Israël, aux Israéliens. Ils ont subi un revers incroyable, même s'ils ont gagné, entre guillemets, pour le début contre l'IRAN. Il y a eu énormément, je pouvais pas vous en parler trop quand j'étais sur place parce que je ne voulais pas donner une image de faiblesse du pays, mais il y a eu beaucoup de dégâts quand même matériels. Et l'État, dans son incurie, vu que BIBI et ses sbires sont aux manettes, n'ont pas encore fait fonctionner, je ne sais pas comment ça se passe, les assurances, les relocalisations. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des SDF, qui ont tout perdu parce que leur immeuble s'est effondré ou ils ont été fragilisés, donc ils ont été évacués et ils ont été pas très bien relogés. Donc voilà, on va suivre ça, je vous tiendrai au courant. En attendant, encore une fois, je souhaite une très très bonne fin de journée à tous ceux qui le méritent. Et puis pour les autres, eh bien, tant pis pour eux. Allez, shalom. Radio David, la voix s'élève, des faits logiques qui brisent les rêves. Un direct, un clash, une étincelle. Le bon sens brille comme une chandelle. Les idées tournent comme des satellites. Un dialogue qui jamais ne s'effrite. Avec Georges Naon et Marcel Richard, on cherche la lumière qui brisera le noir. Radio David, la voix s'élève, des faits logiques qui brisent les rêves. Un direct, un clash, une étincelle. Le bon sens brille comme une chandelle. Ici, pas de masque, pas de voile, juste des faits crus comme une étoile. Les débats animés sur le fil du rasoir. Les croyances sont toutes mises au placard. Radio David, la voix s'élève, des faits logiques qui brisent les rêves. Un direct, un clash, une étincelle. Le bon sens brille comme une chandelle.